premières observations contemporaines d'OVNI ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les observations se sont multipliées. La plupart s'expliquent. Certaines sont frauduleuses. L'armée américaine s'en est officiellement désintéressée il y a 30 ans. Mais la fascination pour les ovnis continue. On relate généralement que les premières observations contemporaines d'objets volants non identifiés remontent à 1947 aux États-Unis. On devrait alors préciser qu'il s'agit des observations faites par des civils. Car pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, de nombreux militaires ont rapporté avoir aperçu de mystérieux objets volants qu'ils n'ont pas pu identifier. Ces observations n'ont évidemment pas fait la manchette. Nous nous demandons depuis longtemps si la vie existe sur d'autres planètes. Et notre culture populaire puise à l'imaginaire de la science-fiction depuis plusieurs décennies. Les premières observations relativement fréquentes d'objets volants non identifiés remontent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les observations qu'on a faites ont eu lieu en 1944, en novembre ou décembre. On apercevait ces boules de feu qui frôlaient les ailes de notre avion. Celles que j'ai aperçues étaient blanches. Plusieurs autres ont rapporté avoir aperçu des lumières rouges et quelques-uns des lumières vertes. Certains nous ont dit qu'ils avaient tenté de les poursuivre, mais ils n'ont jamais été capables de la rattraper. On tournait vers elle, et elle se détournait de nous. Et lorsqu'on tournait pour s'éloigner d'elle, elle suivait. J'ai tenté de l'observer dans ma mire, mais je n'y suis jamais parvenu. Notre avion, un Mosquito britannique, pouvait voler à 450 nœuds. On l'a poussé à fond à quelques reprises pour tenter de s'en approcher. On n'a jamais pu s'en approcher. Les pilotes surnomment ces ovnis Foo Fighters. Il pouvait aussi bien s'agir d'une arme secrète allemande, d'hallucinations visuelles ou de toute autre chose. Je pense qu'on ne sait pas encore si c'était leur imagination, des hallucinations, des extraterrestres ou un objet télécommandé au sol par les Allemands. Mais en 50 ans, rien n'a changé la perception qu'il s'agissait d'objets volants non identifiés. Les observations de Foo Fighters cessent à la fin de la guerre. 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'État de Washington, le pilote civil Kenneth Arnold, aux commandes d'un petit avion privé, aperçoit d'étranges objets volants près du mont Rainier. Les appareils oscillent, tournent et semblent se déplacer plus vite qu'aucun autre avion connu. La nouvelle se répand rapidement. Les médias baptisent soucoupe volante les disques volants aperçus par Kenneth Arnold. La vie a repris son cours normal aux États-Unis. Mais les observations d'objets volants non identifiés se multiplient. Se pourrait-il que ce soient des avions de reconnaissance soviétiques? Cela expliquerait leur présence à proximité des bases militaires stratégiques. La peur s'installe. Les secrets de la bombe atomique sont menacés. Le risque d'une guerre nucléaire fait monter les enjeux. Pendant 22 ans, vu leur importance, les rares films des témoins d'observation d'OVNI ne vont pas à la police ou aux scientifiques. Ils sont plutôt colligés par des enquêteurs de l'armée de l'air
conformément aux objectifs du projet Blue Book. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. En 1969, l'affaire est classée. L'armée de l'air en vient à la conclusion que les données sont insuffisantes et que les ovnis ne représentent aucune menace. Ils ont évalué 32 001 comptes rendus d'observation qu'ils ont tous catalogués. Ils ont fait une évaluation qualitative de chaque rapport. Ils ont conclu que 21% des 32 001 observations qu'ils ont analysées devaient être classées parmi les non connus. Une catégorie bien distincte des 10% mises de côté par insuffisance de données. Ils ont constaté que plus l'observation était documentée, plus elle se classait parmi les inconnus. Et malgré cela, qu'est-ce que le secrétaire de l'armée de l'air a dit à la population? Il a dit qu'en se basant sur ce rapport, on croit qu'aucun objet correspondant à la description populaire des soucoupes volantes n'a survolé les États-Unis. Mais bien des gens ne sont pas convaincus par le rapport et les conclusions de la commission gouvernementale. En 1987, un événement inattendu semble leur donner raison. Le chercheur britannique Tim Good met notamment la main sur un document présumé confidentiel destiné au président Dwight Eisenhower en date du mois de novembre 1952. Ces documents semblent confirmer que le gouvernement américain a effectivement recouvré clandestinement les cadavres de quelques extraterrestres après l'écrasement d'un appareil volant près de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Les responsables de l'opération y sont désignés The Majestic 12, les 12 majestueux. Selon ces documents, un éleveur local a rapporté la découverte des débris d'une soucoupe volante qui se serait écrasée à 120 km au nord-ouest de la base de l'armée de l'air de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Les sauveteurs y auraient trouvé les cadavres de 4 extraterrestres. Les débris et les corps auraient été transportés en divers endroits pour en faire l'analyse. Il n'y a aucun doute que ces documents étaient extrêmement importants. Rien de tel n'avait jamais transpiré. C'est de la dynamite. La preuve de l'existence des soucoupes volantes, des extraterrestres, de tout. Cela implique, 1, que la Terre est visitée par des vaisseaux extraterrestres, et 2, que non seulement le gouvernement le sait, mais qu'en outre, il possède des vestiges et des corps d'extraterrestres depuis au moins 1947. Les experts ne sont pas tous aussi catégoriques. 10 minutes après avoir examiné ces documents, en me basant sur mes recherches antérieures sur les ovnis, je savais qu'ils n'étaient pas authentiques. Parmi les documents qu'a reçu Tim Good figure un mémorandum du président Truman à son ministre de la Défense. Certains observateurs n'ont pas tardé à remarquer que la signature de ce document est identique à celle d'un autre document officiel, celui-là. Tous ceux qui connaissent les techniques d'analyse des documents savent que la signature d'une personne n'est jamais exactement la même. Cela nous a indiqué que la signature du document antérieur, qui est authentique, a été découpée par le faussaire et collée sur ce faux document pour faire croire à son authenticité. Ils affirment que la signature est identique à celle d'un autre mémorandum que j'ai moi-même trouvé d'ailleurs. Je soutiens que si on les compare sur une plaque lumineuse, on voit clairement qu'elles ne sont pas identiques. Tim Good reconnaît qu'il puisse très bien s'agir d'un faux document fabriqué de toutes pièces, mais il n'en invalide pas le contenu pour autant. Pour moi, l'élément clé, c'est la signature. Mais je suis certain que peu importe qui a fabriqué ce document, s'il a été fabriqué, cette personne était très bien renseignée. Il ne pourrait en être autrement, et il n'y a aucun doute que les documents destinés au Majestic 12 nous ont mis sur la bonne piste. Et je crois qu'au fond, l'information qu'on y trouve est exacte. Afin d'obtenir les dossiers gouvernementaux sur les ovnis, le groupe Citizens Against UFO Secrecy s'adresse aux tribunaux.
l'Agence de la sécurité nationale tente d'y faire obstacle. Nous avons demandé les 21 pages d'affidavit ultra secret. Le juge a analysé le tout. Et en fin de compte, nous les avons obtenus. L'ennui, c'est que lorsqu'on les feuillette, on constate qu'il y a de plus en plus de segments noircis, jusqu'à des pages entières. Il manque 75% du document. On nous a suggéré de gratter l'encre noire, mais ce sont des photocopies. La dissémination en tant que telle est prouvée par les documents remis par des agences comme le FBI, qui avaient nié toute implication avec la recherche sur les ovnis, jusqu'à ce que la loi sur l'accès libre à l'information démontre qu'ils mentaient. L'agence a fourni 1100 pages de documents. La CIA avait nié s'intéresser à ce dossier. Or voilà que nous avons maintenant des milliers de pages qui se rapportent aux ovnis et qui remontent jusqu'aux années 40. Ce qui démontre clairement qu'il y a eu une dissimulation. Le Center for UFO Studies est convaincu du sérieux du dossier OVNI. Ces archives couvrent plus de 100 000 observations rapportées. Plus de 20 années de travail dans ce domaine m'ont convaincu de l'existence d'un phénomène étrange que la science officielle néglige. Pas la population, les scientifiques. Et cela se fait au détriment de la science. Mais jusqu'à maintenant, aux États-Unis du moins, ces dossiers restent lettres mortes. Qu'en est-il des observations d'objets volants non identifiés en Russie et dans les pays de l'ancien bloc soviétique? Il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour en savoir davantage sur les observations enregistrées de l'autre côté du rideau de fer, et aussi sur les réactions des militaires et des scientifiques auxquels, là aussi, on a confié l'exploration de ce dossier trouble. Moscou, mars 1990. On a aperçu des lumières clignotantes dans le ciel au nord-est de Moscou. Pendant 3h30, les chasseurs de l'armée de l'air tentent de cerner l'objet volant non identifié qui se déplace à une vitesse estimée à près de 5000 km à l'heure. Au sol, le radar n'a enregistré aucun écho. Mais on a pris des photos et l'imagerie thermique est concluante. Les Russes sont formels. Il ne s'agit pas d'un avion furtif américain. Nous n'avons jamais pensé qu'il s'agisse d'un avion furtif américain. Les écho-radars ne sont pas les mêmes. L'avion furtif se compare à un avion ordinaire sur le plan de la vitesse et de la manœuvrabilité. Les ovnis sont très différents. La consigne non officielle, ne jamais ouvrir le feu contre un objet volant non identifiable. Depuis 1977, un groupe d'études non officielles du ministère de la Défense de la Russie a recueilli des centaines de comptes rendus d'observation dans l'espoir de recueillir des renseignements technologiques à l'intention des militaires. Les recherches se poursuivent dans la clandestinité. Leur dossier mentionne plusieurs cas, dont ce rapport d'un pilote qui a aperçu une lumière qui fonçait sur lui en vol. L'avion a amorcé une descente en piqué. L'appareil a pu atterrir, mais au sol, on a constaté que l'aile gauche était endommagée. Projetée pour la première fois en Occident, cette séquence tournée par un amateur montrerait un ovni qui plane au-dessus du Parlement de Vilnius, la capitale de la Lituanie. L'appareil, qui ne faisait aucun bruit, semble sur le point d'atterrir. Le lendemain, à l'aube, la milice locale enregistre cette vidéo. Voici l'allure du visiteur nocturne après traitement infographique. Il se déplace différemment d'un hélicoptère ou d'un avion.
Lors d'un autre incident, en 1977, des centaines de personnes ont aperçu un ovni géant qui survolait la ville de Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie. L'analyse a cependant conclu qu'il s'agissait de la combustion du premier étage d'une fusée à la suite du lancement secret d'un satellite artificiel. L'Académie des sciences considère néanmoins que ces phénomènes sont dignes d'une enquête sérieuse. Outre les recherches militaires, cet organisme gouvernemental de recherche fondamentale coordonne la cueillette des données de 10 autres centres scientifiques. Nous analysons les rapports d'observation d'OVNI. Dans certains de ces cas, nous effectuons des recherches sur le terrain. Une observation d'OVNI survenue ici fait l'objet d'une enquête depuis 12 ans. Plusieurs passagers d'un train ont déclaré avoir aperçu un OVNI. Ils affirment qu'un appareil métallique s'est posé ici. Le biologiste Yuri Semiakov pense qu'il s'y est effectivement produit des changements permanents. Nous pensons qu'il puisse s'agir du point d'atterrissage. L'endroit est très intéressant à cause de l'intensité du champ magnétique local. Nous y avons aussi effectué diverses analyses physico-chimiques et biologiques. Il a constaté que les organismes vivants fuient cet endroit. Cela concorderait avec les observations faites à d'autres sites d'atterrissage présumés d'OVNI où le sol semble vide de toute vie, même de micro-organismes. Le plus étonnant, c'est que les échantillons de terre prélevés sur le site contiennent de petites sphères. Ces recherches l'amènent à conclure qu'elles sont d'origine extraterrestre et qu'elles contiennent de l'ADN, la base de la vie. Mais les tests effectués aux États-Unis sont partagés. Certains concluent à une substance d'origine inconnue, d'autres à des composantes de systèmes de filtration. Certains chercheurs russes croient néanmoins qu'il s'agit de microsondes biologiques d'origine extraterrestre. Des militaires, nous passons maintenant aux policiers qui ont rapporté avoir aperçu des objets volants non identifiables. Lorsqu'un policier rapporte qu'il a fait une telle observation, ce n'est pas seulement sa crédibilité personnelle qui l'engage. Cela risque de rejaillir sur l'ensemble du service dont il fait partie, voire sur la profession tout entière. Et pourtant, des policiers anglais n'ont pas hésité à relater les observations étranges qu'ils ont faites. Le 28 novembre 1980, à Todmorden en Angleterre, le policier anglais Alan Guthrie effectue sa ronde de nuit lorsqu'il aperçoit un objet qu'il n'arrive pas à identifier. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h. J'ai décidé d'aller voir la propriété d'en haut. J'allais tourner lorsque j'ai aperçu cet objet à près de 500 mètres plus haut. En approchant de l'objet, j'ai compris que j'étais devant quelque chose de plutôt inhabituel aux petites heures du matin à Todmorden. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ballon d'air chaud qui était tombé. Mais plus je m'en approchais, plus j'ai compris qu'il s'agissait d'un vaisseau métallique de fabrication humaine. C'était quelque chose de tangible, pas une hallucination. C'était réel. L'objet avait un diamètre de 20 pieds, une hauteur de 14 pieds. Il avait une forme de losange. La moitié du bas était en rotation. Celle du haut était stationnaire. Il possédait une rangée de hublots sombres, mais cela pouvait aussi être des panneaux. Si j'étais sorti de la voiture, j'aurais pu prendre une brique et la lancer et j'aurais probablement su s'il s'agissait de hublots de verre ou non. Les arbres qui bordaient la route tremblaient violemment. Les feuilles et les branches étaient projetées tout autour. Mais dans la voiture où j'étais assis, je n'ai senti aucune vibration. Je n'ai entendu aucun bruit. J'ai pris mon calepin, je l'ai placé sur mes genoux et j'ai commencé à dessiner. Et pendant que je dessinais l'objet, soudain je me suis retrouvé de l'autre côté, au volant d'autopatrouille. Et l'objet avait disparu. En outre, il n'a aucun souvenir d'une certaine période de temps.
Après une séance d'hypnose, le policier recouvre quelques souvenirs. On était dans l'obscurité totale. J'ai alors senti que je flottais, comme si moi, ou moi dans un autre véhicule, peu importe, je flottais. Puis je me suis réveillé dans une pièce où il y avait un humanoïde très grand. Je dis humanoïde à défaut de mieux. Il mesurait 6 pieds 6. Il était très grand, mince et barbu. Il portait une calotte et une tunique blanche. Et alors, on m'a demandé de m'étendre sur le lit. On me demande comment il m'a demandé cela, mais je n'ai pas vu bouger sa bouche. Il ne parlait pas, il voulait simplement que je m'étende sur le lit. De toute évidence, quoi que cela ait été, cela avait une certaine influence sur mes pensées. Or, je me sentais à l'aise avec lui. J'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré. Je ne ressentais pas de peur, rien du genre. Je ne me sentais pas en danger. Alors je suis étendu sur le lit et puis ces horribles petites choses s'amènent. Ils étaient en forme d'ampoule avec des yeux noirs, sombres. C'est la meilleure description que je puisse en faire. Ils étaient 7 ou 8. Les policiers qui étaient dans le secteur affirment avoir aperçu une lueur dans le ciel. Quant à Alan Godfrey, il est convaincu que ce qu'il a vu est bien réel. Je sais que ce que j'ai vu cette nuit-là est bien réel. Très réel. En 1979, à Landrello, au Pays de Galles, les résidents ressentent des tremblements que bon nombre jugent trop bizarres pour être d'origine naturelle. Eh bien, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas que c'était un tremblement de terre. John Roberts n'est pas le seul qui ait été ébranlé ce jour-là. J'ai aperçu cet objet qui fonçait vers 22 heures. De la taille d'un autobus, vraiment. Blanc au milieu et aux deux extrémités. Il a traversé la route vers 22 heures, là. Il a piqué du nez et j'ai pensé qu'il allait s'écraser. Il a disparu de vue dans la vallée. J'avais entendu parler des soucoupes volantes et je me suis dit, ça y est. Le seul bruit que j'ai entendu, c'est une sorte de chut dans l'air. J'étais très surpris de le voir, vraiment. Une infirmière du district, Patricia Evans, a cru qu'un avion s'était écrasé. J'ai pensé qu'un avion s'était peut-être écrasé et que peut-être, en tant qu'infirmière, je pourrais donner les premiers soins. J'ai donc appelé mes filles, nous avons pris la voiture et nous sommes partis vers la montagne. Nous avons parcouru une bonne distance sur la route de montagne. Et à gauche, nous avons aperçu une immense boule orange qui brillait à flanc de colline. Nous nous sommes arrêtés pour regarder ce que nous pensions être un avion en feu. Nous nous attendions à trouver, mon Dieu, des blessés si c'était un accident d'avion. Et nous n'étions pas emballés à cette perspective. Et nous avons été très étonnés de voir que cette grosse boule d'un rouge orangé était immobile. Il n'y avait pas de flamme et c'était uniforme. Sa forme sphérique nous a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un avion. Il n'y avait pas de jet de flamme, mais il y avait des pulsations de cet objet rouge-orangé. On apercevait de petites lumières
comme des guirlandes électriques, qui avançaient vers l'objet en faisant des zigzags. Et nous avons pensé que quelqu'un allait tirer cela au clair. En rétrospective, nous comprenons qu'une équipe de secours n'aurait pas eu le temps de s'y rendre et de le repérer en moins de temps que nous, partis du village, pour la montagne. Personne n'aurait pu s'organiser pour aller à l'objet que nous avons vu. Comme aucune équipe de secours ne s'y est rendue cette nuit-là, on n'a jamais rien trouvé à cet endroit. Mais selon l'astronome Ron Madison, il est fort possible que les villageois aient vu cette nuit-là une météorite ou une boule de feu qui a coïncidé avec un tremblement de terre dans une faille géologique voisine. Pensant que cette explosion puisse avoir été causée par l'impact d'un caillou, notre première réaction a été de tenter d'estimer la quantité d'énergie en jeu. Cela nous a semblé correspondre à une explosion d'environ 600 tonnes de TNT. Des gens nous ont écrit d'aussi loin que Penzance, d'Irlande du Nord et de Derby. Tous pour nous dire qu'ils avaient aperçu une lumière brillante, comparable à la demi-lune, qui se déplaçait dans le ciel à la vitesse d'un avion, mais sans bruit, et avec une traînée de fumée, comme si l'objet allait s'écraser. Dans les jours qui ont suivi, nous avons compris bien sûr que le village n'est pas très loin de la faille de Bala, une faille géologique active qui se déplace constamment depuis des milliers d'années. Or, à notre insu, ce soir-là, il y avait eu un déplacement le long de la faille. Il s'agit donc d'une preuve irréfutable. C'était une coïncidence. Il y avait des boules de feu dans le ciel au même moment que ce mouvement se déclenchait le long de la faille de Bala. Et c'est peut-être le seul lien. Une autre observation d'OVNI, très publicisée en Grande-Bretagne, s'est finalement avérée de cause naturelle, mais seulement après que bien des gens aient cru avoir aperçu un objet volant non identifié. En mars 1981, le policier Derek Ingram a aperçu et photographié ce que bien des gens ont pris pour un vaisseau spatial d'origine extraterrestre qui s'était posé à flanc de colline. J'étais dans la cuisine du poste de police de Cracoe. J'ai regardé de l'autre côté du ballon. Et j'ai aperçu une lumière très intense, une grande tache lumineuse sur la façade rocheuse. J'ai observé la lumière pendant une dizaine de minutes peut-être et j'ai pris une photo. C'était inhabituel. J'ai même gravi la montagne en voiture et j'ai marché à flanc de colline pour vérifier ce qu'il y avait. Peut-être quelqu'un avait-il échappé quelque chose. Je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer ces lumières. Le vaisseau spatial présumé semblait doté de 3 phares. Tandis que les médias se régalaient de cette nouvelle, les chercheurs ont tenté d'identifier le visiteur. Après avoir pris les photos, les négatifs ont été remis à la Société ufologique du Yorkshire, qui a mené une enquête de 2 ans. Ils ont envoyé les négatifs à la Ground Saucer Watch aux États-Unis et à un analyste en photographie allemand réputé. Aucun de ces 2 groupes n'a pu trouver d'explication satisfaisante. La Ground Saucer Watch a conclu que la neige était l'explication la plus probable. En 1983, la Société ufologique de Yorkshire publie le cas en affirmant qu'il s'agit de la meilleure preuve en date de l'observation de la structure d'un vaisseau dans les îles britanniques. L'enquête a continué. En 1987, nous avions presque abandonné l'espoir d'en trouver la cause. Or, pendant un séjour de fin de semaine dans les Days avec ma femme et mon fils, j'ai décidé d'aller leur montrer la montagne de Cracoe. Et voilà que, contre toute attente, juste devant nous, à flanc de colline, on apercevait l'OVNI de Cracoe. Ils ont été quittes pour toute une surprise. Nous sommes à 1100 pieds d'altitude au bord de la falaise de Yorkshire. Et voilà l'OVNI de Cracoe. Ce n'est sans doute pas très impressionnant à cette distance, mais on peut apercevoir les 3 taches lumineuses de la photo. Elles sont produites ici, là et là. C'est une illusion complexe produite par une conjugaison d'éléments. Le lichen blanc, le lichen vert, la pierre de grès du Yorkshire qui contient les cristaux de quartz et l'eau de pluie. Tout cela, lorsque la lumière est réfléchie à un certain angle par la pluie ou l'humidité, produit l'illusion de 3 taches lumineuses. Certains jours, elles peuvent être très brillantes. À d'autres moments, elles sont très ternes.
Le jour où Derek Ingram a fait son observation, elles étaient étonnamment brillantes. Cela l'a convaincu qu'il avait vu quelque chose d'inhabituel, bien qu'il ait probablement regardé par cette fenêtre tous les jours pendant les 2 années précédentes, sans les apercevoir. Bien que la plupart des observations s'expliquent par des phénomènes naturels, les ovnis n'en fascinent pas moins un public avide de sensations et de nouveautés. Un public trop souvent crédule et vulnérable. En novembre 1987, à Gulf Breeze, en Floride, l'entrepreneur en construction Ed Walters affirme avoir photographié un ovni gros comme 3 maisons. Ce n'est pas son premier exploit du genre. Il a déjà publié des photos de présumés extraterrestres qui auraient tenté un enlèvement. Curieusement, bien qu'il ait déjà publié 2 livres sur ce thème, Ed Walters a refusé que l'on montre ses photos dans le cadre de cette émission. Mais de telles photos ne sont pas difficiles à fabriquer. Il suffit de s'y connaître un peu, d'une maquette en polystyrène et d'utiliser le bon appareil photo. Ça a été très facile de reproduire ces photos. Il a pris la plupart de ses premières photos, une trentaine en tout, avec un appareil Polaroid 108. Il est très facile de faire une double exposition du film avec cette caméra. Si on ne retire pas le film, on peut appuyer sur le déclencheur et exposer de nouveau la même pellicule. On prend une photo de la maquette de l'OVNI à l'intérieur, on sort, on prend une photo de l'horizon, on tire le film et il se développe. Et voilà votre photo de l'OVNI en plein vol dans le ciel. Mais Ed Walters peut aussi compter sur des partisans, comme Bruce Maccabee, qui s'y connaît en photographie. Physicien à l'emploi du gouvernement américain, Maccabee endosse la thèse de l'origine extraterrestre des ovnis et il a consacré plusieurs articles à ce sujet. J'ai analysé les films et les vidéos d'Ed Walters. J'imagine que j'ai étudié la plupart des vidéos qui ont été tournées par d'autres personnes là-bas. En ce qui concerne les photos et les vidéos d'Ed, selon moi, ils sont authentiques. Je les ai analysés très attentivement en tenant compte des critiques qu'on a formulées. Et j'ai trouvé qu'il y avait matière à réfuter ces critiques. Au baseball, après 3 prises, on est retiré. Dans le cas d'Ed Walters, la première prise, c'est lorsqu'on a trouvé la maquette de l'OVNI dans le grenier de son ancienne résidence. Deuxième prise, lorsqu'un jeune homme, Tony Smith, a dévoilé publiquement qu'il a vu Ed Walters prendre cette photo de l'OVNI par une double exposition. Troisième prise, lorsque nous avons reproduit plusieurs de ces photos, surtout les plus difficiles comme celle de l'OVNI, en vol stationnaire au-dessus de la route. Mon verdict est donc retiré sur 3 prises. Nous avons publié les premières photos de l'OVNI de Gulf Breeze en novembre 1987. Et je me demandais alors comment les présenter au juste, car j'avais traité de tous les événements survenus à Gulf Breeze. Mes collègues sont entrés et je leur ai dit, « Vous n'allez pas croire ce que nous allons publier dans l'édition de cette semaine. » Je leur ai montré la photo. Et ils ont dit, « Mais c'est ce qu'on a vu. » C'est surtout parce que plusieurs autres personnes de Gulf Breeze ont aperçu l'OVNI, tant le soir même où Ed a pris sa photo que les soirs suivants, que le Sentinelle a continué de s'intéresser à cette affaire. J'ai fait 3 autres observations en plein jour et plus d'une centaine en soirée au parc Shoreline de Gulf Breeze. J'ai été témoin de plus de 170 apparitions. Des lumières rouges, rouges et blanches, au-dessus et près de Gulf Breeze en Floride. J'ai aperçu un dôme argenté qui volait dans le ciel, que je n'ai pu identifier. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était complètement inexplicable. La municipalité de Gulf Breeze est située juste en face de la base navale de Pensacola, de l'autre côté de la baie. Il est donc plausible que les résidents aient été victimes des plaisanteries des soldats de la base.
Il se peut également qu'ils aient confondu des appareils militaires pour des objets volants non identifiés. À commencer par ces appareils télécommandés, appelés UAV, qui sont utilisés lors des missions de reconnaissance aérienne. Pourtant, malgré le fait que bon nombre d'observations puissent être expliquées par des causes naturelles ou relèvent parfois carrément de la manipulation, nous demeurons aux aguets. Notre fascination pour les ovnis ne fait que croître alors que les scientifiques sont à l'affût d'indices de vie sur d'autres planètes et qu'il apparaît de plus en plus plausible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Certains scientifiques, et non des moindres comme Francis Crick, prix Nobel, co-découvreur de la structure de l'ADN, vont même jusqu'à soutenir que la vie sur Terre vient de l'espace. Mais on n'en a encore aucune preuve directe, tangible, et pour l'instant nous ne pouvons que tendre l'oreille. Une oreille géante qui capte des fréquences radio. Et nous calculons aussi les probabilités de découvrir la vie ailleurs, dans l'immensité du cosmos. S'il s'avère qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie sur Mars, l'existence de civilisations extraterrestres en général n'en paraîtra que plus probable et plus répandue. Les astronomes ont tenté de calculer le nombre de civilisations que nous pouvons nous attendre à trouver dans l'univers à l'aide d'une équation dite de Drake, celle du professeur Frank Drake. Le premier facteur est le rythme de formation des étoiles de notre galaxie. Il va de soi que plus il y aura d'étoiles, plus le potentiel de vie sera élevé. Une partie de ces étoiles vont posséder des planètes. C'est le deuxième facteur, la fraction des étoiles qui ont des planètes. Nous devons ensuite tenir compte du nombre de planètes de chaque système qui sont propices à la vie. Le facteur suivant est la fraction des systèmes qui permettent l'émergence de l'intelligence. Le facteur suivant est la fraction des systèmes habités par des êtres intelligents qui ont mis au point une technologie évoluée et décelable. Mais combien de temps durent-ils? Pendant combien de temps sont-ils décelables? Ils peuvent être victimes d'un accident cosmique, ou pire, d'une guerre nucléaire. Nous pensons plutôt qu'ils deviennent indécelables parce qu'ils ont atteint une telle sophistication technologique qu'ils ne gaspillent plus d'énergie. Ils ne dégagent plus d'énergie dans l'espace et par conséquent, on n'a plus rien à déceler. On tient donc compte de la longévité, L, soit la durée de vie typique pendant laquelle une civilisation est visible. Maintenant, si l'on prend le rythme de production d'étoiles et qu'on le multiplie par L, on obtient comme résultat recherché soit le nombre de civilisations décelables dans l'espace. Et le nombre augmente. On découvre sans cesse de nouvelles planètes, dont l'une de la taille de Jupiter, en orbite autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase, la quatrième étoile plus rapprochée de notre Soleil. On estime maintenant à 50 milliards le nombre de galaxies et les civilisations potentielles, décelables, à 100 millions de millions. L'une de ces civilisations extraterrestres, voire extragalactiques, tente-t-elle de communiquer avec nous? Les chercheurs du SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, sont à l'écoute. J'ai effectué la première recherche radio moderne en 1960. On construisait alors de grands radiotélescopes partout dans le monde parce qu'on venait tout juste de reconnaître la beauté et la puissance de la radioastronomie. À la même époque, on a aussi inventé des récepteurs radio beaucoup plus sensibles. La combinaison de ces nouveaux télescopes et de ces nouveaux récepteurs radio nous a permis d'atteindre une sensibilité bien supérieure à tout ce que nous avions avant. Ça a été une première. Et notre technologie nous a alors permis de franchir un seuil très important. Il était donc censé le chercher. Cela n'exigeait rien de particulier de la part des extraterrestres. S'ils étaient comme nous, on pouvait les déceler. Mener une recherche pour la vie extraterrestre depuis la surface de la Terre est très éprouvant et très difficile.
parce qu'on détecte constamment des signaux de vie intelligente. Mais ce sont les nôtres. Nos propres signaux. Et certains ont une longévité inattendue. Comme le signal d'appel GBTT. Golf, Bravo, Tango, Tango. Ce signal d'appel codé destiné au paquebot Queen Mary pendant la Deuxième Guerre mondiale a été capté 30 ans plus tard par son successeur, le Queen Elizabeth II, qui utilisait le même signal d'appel. Le signal capté était destiné à Golf, Bravo, Tango, Tango, qui sont les lettres d'appel du Queen Elizabeth II. Mais c'était aussi les lettres d'appel du Queen Mary. L'opérateur radio a reconnu le signal Golf, Bravo, Bravo, Tango, et il a pensé qu'il était destiné à son navire. Mais il s'est alors rendu compte qu'il s'agissait d'un signal de temps de guerre qui avait, selon toute vraisemblance, été répercuté dans l'espace pendant une trentaine d'années. Émis à l'intention du Queen Mary pendant les années 40, ce signal a été capté en février 1978. Il a peut-être simplement rebondi dans l'espace, comme le laisse entrevoir le commandant Bob Arnott. Mais on ne peut pas exclure la possibilité qu'il ait été intercepté et retransmis par quelqu'un ou quelque chose que nous n'avons pas encore identifié. Avons-nous déjà capté un signal intelligible en provenance d'un autre monde? Peut-être, s'il faut en croire, Jerry Heyman. Un signal en provenance d'une source fixe au centre de la galaxie est capté par l'immense télescope de l'université de l'Ohio, un télescope plus grand que 3 terrains de football. Nous avons entrepris une analyse des données le 15 août 1977, pendant 3 jours. Je regardais l'imprimé et j'y relevais tous les signaux qui étaient particulièrement forts, lorsque je suis tombé sur le signal le plus fort que j'ai jamais vu. J'étais tellement renversé que j'ai écrit en marge « Wow !» point d'exclamation, sans même y réfléchir. Lorsqu'un signal n'est capté que sur un canal, cela nous indique qu'il peut s'agir d'un événement astronomique unique ou qu'il provient d'un émetteur. Nous balayons de nouveau le ciel avec du matériel plus moderne. Nous avons balayé la même région du ciel, mais nous n'avons pas revu la source du wow. Jerry Heyman et ses collègues ont vérifié leur équipement et leurs données. Ils ont conclu que cela ne provenait pas d'une défaillance du matériel, ni d'une sonde spatiale ou de sources terriennes. Nous avons conclu qu'il ne peut pas s'agir de débris de vaisseaux spatiaux ou de satellites en orbite basse autour de la Terre. Et nous avons indéniablement éliminé toute source à proximité du radiotélescope, comme un avion qui serait passé dans le faisceau du télescope. Mais nous n'avons pas écarté la possibilité qu'il s'agisse d'un signal d'une intelligence extraterrestre. Émettre un signal, c'est une chose, mais de là à pouvoir se déplacer dans l'immensité de l'espace, notre technologie se limite pour l'instant aux sondes d'exploration qui photographient les planètes voisines et y effectuent des relevés. Se pourrait-il que d'autres fassent de même sur notre Terre? Cela fait écho à notre fascination pour ce qui nous dépasse, ce qui est différent de nous, ce à quoi nous tentons de répondre en interrogeant le ciel, avec tous ces instruments qui sont l'extension directe de nos yeux et de nos oreilles, dans l'espoir d'une réponse. En cette fin de millénaire, nous nous apprêtons à poursuivre une double exploration aux confins de la vie. Nous tentons de décoder notre propre encyclopédie génétique dans le cadre du projet du génome humain. Et nous préparons la première mission vers Mars, dans l'espoir de découvrir si la vie a existé ailleurs que sur Terre, sur la planète voisine en fait.
nous serons peut-être ensuite plus à même de poser les bonnes questions et d'attendre les réponses.